Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Aujourd'hui, dans cette émission Droit devant, je suis très heureux d'accueillir Claire Touffet, chef de rubrique en santé et sécurité au travail au sein des éditions Lefebvre Dalloz, partenaire de notre média. Claire, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue sur le plateau. Tu as l'habitude maintenant, tu es une habituée de ce format. Je précise, comme à chaque fois, que tu pilotes aussi le guide services généraux et environnement de travail. C'est un guide qui est édité par les éditions législatives, une entité du groupe Lefebvre Dalloz. Et d'ailleurs, quelle est l'actualité de ce guide? L'actualité, Lionel, c'est toujours la lettre mensuelle d'actualité, Oui. notamment les derniers dossiers. Un sur la gestion du risque de coactivité dans les entreprises, toujours aussi important. D'accord. Le risque de coactivité en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quand il y a plusieurs entreprises qui vont intervenir sur un même lieu de travail. Et donc, il y a un risque du fait de l'activité de chacune de ces entreprises. Il faut évaluer ce risque. Très bien. Et l'autre sujet? D'autres sujets, les sujets environnementaux, Ouais. des dossiers où en fait on va pouvoir appeler le DET sur des indices, notamment le bilan de gaz à effet de serre et la BDESE, mais on aura l'occasion d'en discuter plus amplement. Oui. Il y a un sujet aussi sur un prochain dossier dont tu m'as parlé en rapport avec l'efficacité énergétique. En non? effet, C'est la ça? crise énergétique, connaître les leviers d'action des entreprises pour y faire face. Ouais. L'énergie qui reste vraiment le sujet d'actualité. Ah oui, c'est clair. Grand sujet, effectivement. Allez, on va passer à notre actualité donc, juridique et réglementaire, bien dense, je dois dire. Au sommaire, ce mois-ci, nous avons un point sur l'évolution de la réglementation en matière de qualité de l'air intérieur. 2, on parlera de généralisation de la plateforme des maths amiante. On fera d'ailleurs un point sur les nouvelles jurisprudences en matière justement d'amiante et de substances toxiques. Et on terminera avec le renforcement des déclarations obligatoires en matière d'indicateurs environnementaux. Alors Claire, on démarre donc avec les évolutions qui touchent la réglementation en matière de qualité de l'air intérieur. C'est un sujet sensible en ce moment, à la sortie de la crise sanitaire. Et on voit un renforcement de la surveillance pour certains établissements, c'est ça? Exactement, Lionel. Et sensible est le mot, puisqu'en fait, ce sont des établissements qui vont accueillir des populations sensibles qui sont visées par 5 textes qui sont sortis fin 2022, 3 arrêtés et 2 décrets. Ouais. Ça fait 5. Ça fait 5. Dans un premier temps, c'est une entrée progressive en vigueur de ces dispositions de surveillance de qualité de l'air renforcées. À partir du 1er janvier 2023, donc depuis le 1er janvier 2023, c'est les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, D'accord. les établissements de loisirs pour les mineurs et les établissements d'enseignement et de formation professionnelle du premier et second degré. Et dans un second temps, à partir du 1er janvier 2025, il y a des établissements qui sont visés, les établissements pénitentiaires pour mineurs, les structures sociales et médico-sociales qui sont rattachées aux établissements de santé et certains établissements qui sont cités par le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ça concerne les foyers accueillant des adultes handicapés. Oui, donc on voit effectivement des populations sensibles à chaque fois, donc des mineurs notamment. Alors sur ce sujet de la qualité de l'air intérieur, il y a aussi une mise à jour, je crois, de valeurs guides et des éléments nouveaux concernant justement la surveillance de la qualité de l'air intérieur et aussi de qui doit réaliser justement cette fameuse surveillance de la qualité de l'air intérieur, ce qui peut avoir son importance en cas de contentieux. Tout à fait. Alors les valeurs guides pour l'air intérieur, elles ont changé concernant le formaldéhyde et le benzène. Le formaldéhyde, c'est désormais 100 microgrammes par mètre cube pour une exposition de courte durée au formaldéhyde et de 2 microgrammes par mètre cube pour une exposition de longue durée au benzène. Donc en fait, cette révision, ça vient prendre en compte un changement, une révision par l'ANSES des valeurs guides. Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement du travail. Ouais. C'est vraiment une mise à jour suite à ce texte. Okay. Le contenu et la surveillance de la qualité de l'air intérieur ont été modifiés, notamment sa fréquence. Antérieurement, elle était tous les 7 ans. Maintenant, il y a plusieurs étapes, beaucoup plus récurrentes. Une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments, avec une première affaire au plus tard en 2024. Un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur qui va être fait au moins tous les 4 ans, donc le au moins indique que ça peut être plus fréquent tous les 4 ans. Une campagne de mesure des polluants réglementés, et ce, lorsqu'il y a une étape clé, la qualité du bâtiment
qui impacte la qualité de l'air intérieur qui va être Comme vécu par exemple, dans le bâtiment. c'est quoi, Par exemple, un changement de revêtement, un changement ouais. de sol. Ah oui, d'accord. Justement, il y a un guide du CEREMA qui est sorti très récemment Oui. qui va indiquer les différentes étapes clés. Et elles sont précisées dans un des 5 textes. D'accord. Donc, quand il y a ces étapes clés, il y a une campagne pour Quand relever les il y a polluants. des travaux importants. Les on va travaux, dire, les travaux qui peuvent arriver, petits travaux ou grands travaux finalement, et qui exposeraient les populations sensibles au benzène, au formaldéhyde, Compris. au monoxyde de carbone. Compris. Et enfin, la 4e étape, c'est un plan d'action qui prend en compte les 3 étapes qu'on vient de citer, et qui doit être réalisé au plus tard au 1er janvier 2027. D'accord. Donc ça, il y a vraiment une volonté d'avoir des contrôles plus fréquents. Ok. Et tu en parlais, qui fait cette surveillance? C'est ça, voilà. En principe, elle doit être faite par le propriétaire de l'immeuble, mais c'est vrai que par convention, elle peut se retrouver déléguée à l'exploitant du bâtiment. D'accord. Et si on ne connaît pas l'identité du propriétaire de l'immeuble, dans ces cas-là, c'est l'exploitant du bâtiment qui a la charge de faire cette surveillance de la qualité de l'air intérieur. Oui, obligatoirement. Il doit s'en Obligatoirement, il doit s'en saisir. D'accord. Ça ne peut pas rester Oui. sans personne qui me fasse ces contrôles. Plusieurs textes, comme j'indiquais, il y a 5 textes donc, qui viennent modifier plusieurs choses. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une volonté de renforcer, d'avoir plus de contrôle. Outre une vérification de l'accessibilité des ouvrants et un examen visuel des moyens d'aération, maintenant, il y a une mesure à lecture directe continue en CO2 de l'air intérieur. C'est pour vraiment vérifier qu'il y a un renouvellement de l'air intérieur qui se fait bien en continu. D'où la floraison de tous ces capteurs de CO2 qu'on voit dans les espaces de travail ces derniers temps. Je comprends mieux. Exactement. Donc c'est vrai que là seuls sont visés les établissements accueillant des populations sensibles, mais la qualité de l'air intérieur, comme tu l'indiquais, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est une préoccupation dans tous les lieux et notamment aussi les lieux de travail. Absolument. Ok. Très bien. Rien d'autre à ajouter sur la qualité de l'air intérieur? On a fait le tour? On a fait le tour. Alors, on va parler amiante. On va parler amiante, mais rapidement, pour signaler d'abord la généralisation de l'utilisation de la plateforme Démat Amiante. Alors, c'est quoi cette plateforme Démat Amiante? Et ça veut dire quoi être généralisé? À quoi elle sert et qu'est-ce qu'on doit déposer? Quand il y a une opération qui comporte des travaux qui pourraient exposer à de l'amiante, un employeur doit vérifier s'il y a ou non, faire un repérage pour savoir s'il y a de l'amiante ou non dans les bâtiments. Quand il y a quand c'est le cas, il doit mettre en place un plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage de l'amiante. Alors, en effet, c'est des entreprises certifiées qui vont traiter l'amiante. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Et en fait, la plateforme Démat Amiante a été mise en place par le ministère du Travail pour que ces plans de démolition, qu'on appelle PDRE de leur petit nom, soient dématérialisés, et ce pour faciliter en fait la transmission d'informations entre les organismes concernés. Et donc, c'est depuis le 1er février 2023 qu'elle a été généralisée, puisque depuis 2021, sur certaines régions, il y avait eu une expérimentation pour cette dématérialisation des PDRE sur la plateforme. Mais maintenant, on ne peut plus avoir aucun PDRE à partir du 1er février en papier. Tout doit passer par la plateforme. D'accord. En pratique, il y a une conservation pendant 10 ans sur cette plateforme des PDRE, et le ministère du Travail va l'archiver ensuite pendant 40 ans. D'accord. On peut faire, en termes de délai, on peut faire un parallèle avec le document unique d'évaluation des risques professionnels. professionnels. Parallèle de cette dématérialisation du document unique et qu'on doit là aussi déposer sur une plateforme pendant 40 qui doit être gardé pendant 40 ans. Et on en revient aussi du fait de toute la vie professionnelle, donc potentiellement on pourra aller rechercher des informations par la suite. Donc là, qui doit déposer les PDRE du coup? Alors, normalement, c'est l'employeur qui a cette responsabilité, mais étant donné qu'il fait recours à des entreprises qui traitent de l'amiante, dans les faits, ce sont elles qui vont le faire. Et donc, il y a un référent dans l'entreprise qui va le faire. Tout le monde ne peut pas aller déposer des PDRE, c'est très réglementé. Et en termes de délai, les PDRE doivent être déposés au moins 30 jours avant le début des travaux pour une opération qui est donnée. Et ce délai est raccourci à 8 jours lorsqu'il y a des travaux dus à une situation d'urgence, un sinistre par exemple. Normal. Très bien, compris, merci. Alors on en parlait juste avant, il y a eu aussi des contentieux en matière d'amiante récemment et qui viennent de déboucher sur de nouvelles jurisprudences et qui fixent
la responsabilité d'entreprises utilisatrices, notamment de salariés en intérim, hein, c'est ça? Exactement, 2 arrêts du 8 février 2023, publiés par la Cour de cassation, ce qui montre leur importance. Et le premier, selon lequel le salarié qui est exposé à l'amiante peut demander réparation de son préjudice d'anxiété à l'entreprise dans laquelle il a été chargé de réaliser des travaux de sous-traitance. Donc ce n'est pas son employeur. Oui. Et bien que ce ne soit pas son employeur, il peut aller chercher sa responsabilité. Ah oui. Et donc, on parle d'anxiété? Alors, préjudice d'anxiété, c'est une création jurisprudentielle, une reconnaissance jurisprudentielle, ce n'est pas dans le Code du travail, par lequel, lorsqu'une personne a été exposée à une substance toxique, elle peut éprouver un sentiment d'inquiétude permanente généré par le risque de déclarer une maladie du fait de cette exposition à la substance. Compris. Et donc, ça a été reconnu tout d'abord pour les salariés qui bénéficiaient de la pré-retraite amiante. Ça a été étendu ensuite quand il y avait un manquement de l'obligation de sécurité de l'employeur, mais qu'il y avait une exposition à l'amiante. Et ça a été même encore plus élargi à toute substance toxique à partir du moment où le salarié pouvait prouver le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, l'exposition à la substance, et qu'il avait subi personnellement ce préjudice d'anxiété. D'accord. Donc là, dans notre affaire présente, c'est un salarié qui travaille à la SNCF pendant 8 ans. Il fait notamment de la manutention. Mais en intérim. Il est en intérim et il fait plusieurs missions au sein des établissements de la SNCF. Manutentionnaire, mais il est exposé à l'amiante par d'autres salariés. Justement, on parlait de coactivité. Tout le travail est là. De salariés de la SNCF qui vont travailler sur des autorails amiantés, etc. À la fin de son travail, il demande à ce que la responsabilité de son propre employeur, donc la société d'intérim, l'entreprise sous-traitante, et également l'entreprise utilisatrice, soit reconnue du fait d'un préjudice d'anxiété. La Cour d'appel fait droit à ces demandes. La SNCF, l'entreprise utilisatrice, forme un pourvoi en cassation, puisque selon elle, étant donné qu'elle n'avait pas de contrat de travail avec le salarié, de lien direct, elle n'avait pas à avoir sa responsabilité engagée. Et alors, donc ? Et la Cour de cassation déboute la SNCF, puisqu'en fait, c'est au titre de son obligation générale de coordination de la prévention des mesures de sécurité qui sont prises sur son site et par elle-même qu'elle a manqué à une obligation. Elle a manqué à cette obligation-là. Ce n'est pas l'obligation de sécurité de l'employeur, c'est une obligation supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'espèce, il n'y avait pas eu d'inspection commune, il n'y avait pas de plan de prévention du fait du risque de coactivité. Et si ça avait été fait, on aurait pu prendre des mesures en place et protéger le salarié de cette exposition à l'amiante. Donc c'est dans ce cadre-là, c'est sa responsabilité extra-contractuelle qui est engagée. Et c'est vrai que le commentaire de la Cour de cassation indique bien que ça paraît logique, cette solution, étant donné que l'entreprise utilisatrice, c'est elle qui est le plus à même de connaître les risques sur son site. D'accord. C'est quand même une extension de la responsabilité d'une entreprise, puisque du coup, là, on a une obligation qui s'étend au-delà de ses propres salariés, donc également à des salariés d'entreprises sous-traitantes. Donc là, en l'espèce, c'était en intérim, mais on pourrait imaginer des cabinets conseils, des fois, ou des sociétés qui déploient une équipe pendant quelques temps sur un site client. Dans ce cas-là, donc, il va falloir prendre en compte cette nouvelle jurisprudence, peut-être. Oui, faire attention, c'est vraiment dans l'obligation générale de prévention, finalement. C'est d'où l'importance, le plan de prévention n'est pas seulement un papier, c'est vraiment dans une démarche de prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Donc, ça va d'autant plus obliger les employeurs à faire attention à ces sujets. Le plan de prévention. Très bien, on en a terminé avec ce point amiante. Du coup, il y a le deuxième arrêt. Un deuxième arrêt, l'atteinte à la dignité, parce que donc il y a le préjudice d'anxiété, mais un autre arrêt du 8 février est venu reconnaître l'atteinte à la dignité portée aux salariés comme un motif d'indemnisation. Ah, d'accord. En plus du préjudice d'anxiété. Ah oui. Atteinte à la dignité. À la dignité du salarié. Donc ça, c'est un autre mécanisme. Dans cette affaire, c'est un employeur une entreprise qui obtient une dérogation pour utiliser l'amiante jusqu'en 2001. Alors que normalement, depuis 1998, elle était interdite. Sauf qu'illégalement, il continue à l'utiliser entre 2002 et 2005. Plusieurs de ces salariés forment une action en justice pour voir reconnaître leur préjudice d'anxiété et aussi pour voir reconnaître un manquement à l'obligation de loyauté du contrat de travail par l'employeur. Pour le préjudice d'anxiété, ils ne sont pas entendus parce qu'en fait, l'action est prescrite.
Ah, Ils sont plus dans les délais. d'accord. Mais par contre, pour la loyauté, le manquement à la loyauté de l'employeur, ça, ils sont reconnus. Et c'est l'atteinte à la dignité des salariés qui est reconnue comme préjudice moral. D'accord. Ah oui, les mécanismes sont divers et Les variés. mécanismes sont divers et variés. Oui. Et en fait, la Cour de cassation est quand même venue préciser entre le préjudice d'anxiété et cette atteinte à la dignité du salarié comment ça se passait. En fait, quand l'employeur il manque à son obligation de sécurité pour une substance toxique qui est autorisée et qui ne vient pas mettre en œuvre les mesures de prévention pour assurer la sécurité des salariés, le salarié peut se baser sur le préjudice d'anxiété. Mais lorsqu'il recourt illégalement à une substance qui est prohibée, là, c'est une infraction pénale et c'est le fait de son exécution déloyale du contrat de travail qui pourra se porter sur l'atteinte à la dignité des salariés. Ouais. Bon, là, on était quand même dans un cas d'illégalité, donc ce n'est pas tout à fait le même cas que la jurisprudence précédente. Hein. Non, tout à fait. Après, ce qu'il y a, c'est que dans les deux cas, on avait de l'amiante. Mais comme pour le préjudice d'anxiété, la Cour de cassation a bien précisé substance toxique dans son commentaire, ce qui voudrait dire que comme le préjudice d'anxiété qui a été étendu aux substances nocives ou toxiques, on peut envisager que cet arrêt, l'atteinte à la dignité, ce mécanisme, soit porté sur d'autres substances. Bien. Oui, donc vigilance quand même. D'accord, je comprends mieux. Très bien, donc cette fois, on en a terminé avec le point amiante. Dernier sujet qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, le renforcement des obligations en matière de déclaration d'indicateurs environnementaux. Alors, comme toujours, notre administration s'est régalée. On peut difficilement faire plus compliqué, je pense. Donc, on va essayer d'y voir plus clair et surtout de simplifier, si c'est possible. Donc, la loi Climat et Résilience de 2021, c'est ça, a modifié la BDES. Donc, qu'est-ce que c'était que la BDES ? La base de données économiques et sociales, qui devient la BDESE, donc base de données économiques, sociales et environnementales. Alors, à quoi est-ce qu'elle sert cette BDESE et surtout, qu'est-ce qui change pour les entreprises ? Alors, la BDESE, comme tu le dis Lionel, elle vient rassembler les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. L'employeur de plus de 50 salariés doit obligatoirement la transmettre au comité social et économique et aux représentants du personnel. Et en fait, elle va servir de support à la consultation annuelle du CSE. Très bien. Comme tu l'as indiqué, la loi Climat et Résilience est venue lui ajouter un volet environnemental. Et c'est un décret d'avril 2022 qui est venu préciser les indicateurs environnementaux de cette base de données. D'accord, donc des nouveaux critères, des nouveaux indicateurs qu'on doit remplir dans cette base de données. Exactement. Il y a 3 thèmes qui doivent être traités. La politique générale en matière environnementale, l'économie circulaire et le changement climatique. Alors, pour chacun de ces thèmes, c'est là toute la chose, le contenu de l'obligation va dépendre de la situation de l'entreprise, si elle est assujettie ou non à la déclaration de performance extra-financière, qui est un document qui regroupe toutes les actions que mène l'entreprise en matière sociétale, sociale, environnementale. C'est là où ça se complique. Donc... Alors, on va faire simple, Lionel. On va essayer de faire simple. On ne va pas rentrer dans des détails. En gros, les entreprises qui sont soumises à la déclaration de performance extra-financière, qu'on dit DPEF, c'est les très grandes entreprises et les groupes. Parce qu'un des critères, déjà, il faut que ce soit des entreprises cotées. On ne va pas rentrer dans le détail des effectifs, mais voilà, il y a des seuils, mais la DPEF, c'est quand même les grandes entreprises et les grands groupes. Donc, il faut être assujetti à ce DPEF pour... avoir à remplir ces nouveaux indicateurs dans la BDESE ? En fait, non, il y a plusieurs niveaux, comme on peut le voir sur le schéma. Ça va être renforcé si on est soumis à la DPEF, mais quand on n'est pas soumis à la DPEF, on a quand même des obligations, en effet, comme je te disais, de remplir dans la BDESE. C'est juste le niveau qui va être différent. Mais par exemple, pour le premier, qui est la politique générale en matière environnementale, les entreprises qui sont soumises à la DPEF, ce qu'il va falloir qu'elles fassent, c'est qu'elles reprennent toutes les informations environnementales de cette DPEF et qu'elles la mettent dans la BDESE. D'accord. Les DET, on peut aller les chercher sur les autres thèmes aussi, puisque le deuxième s'intitule économie circulaire. Mais en fait, finalement, il ne concerne que les données liées à la production de déchets et même les déchets dangereux. D'accord. Okay. Mais il y a aussi des données sur les consommations d'énergie et la consommation d'eau. Donc ça, c'est pour tout ce qui est trait à l'économie circulaire. L'économie circulaire, là, cette rubrique-là. Et le changement climatique, et on peut aussi venir le chercher sur, sur ce thème-là, et on va le développer ensuite par rapport au bilan GES.
D'accord. Oui, parce que justement, de la même façon, en fait, il y a des éléments donc, à prendre en compte dans les bilans de gaz à effet de serre qui ont eux aussi évolué, ces fameux bilans, depuis le 1er janvier de cette année. Alors, on va essayer de faire un point justement sur ce que doivent contenir maintenant les bilans gaz à effet de serre. Exactement. Donc en fait, ces PGES existent depuis 2010. C'est atroce quand même. Ça fait beaucoup d'acronymes, un peu comme les acronymes anglais. DPEF, et donc là, on est sur le... Donc les bilans de gaz à effet de serre, les BGES, existent depuis 2010 et concernent les entreprises de plus de 500 salariés pour les entreprises privées. Oui. Il y en a d'autres, mais on va rester sur ce cadre-là. Et c'est réglementé dans le Code de l'environnement à l'article L229-25. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit renseigner désormais dans ces bilans gaz à effet de serre? Qu'est-ce qui évolue? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a ce bilan qui amène, ce qui est très important, c'est de voir que ce bilan amène à un plan de transition, un plan d'action. Oui. Et c'est vraiment cette démarche-là qui va être importante, d'arriver aux actions par rapport au bilan qu'on va effectuer. Après, on va voir les scopes du bilan. Oui. Il faut bien avoir ça en tête. On va se remettre en tête les 3 scopes Exactement, du parce fameux que bilan. du coup, Et donc, ce qui est important, c'est que derrière, ça doit être décliné en plan d'action. Décliné en plan d'action et surtout en action, finalement, comme un document. On en revient aussi au document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est la même logique. On fait l'évaluation, mais ce qui est important, c'est les plans d'action et de mettre les actions en place. Et là, l'idée, c'est vraiment de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Et comme tu l'indiquais, depuis le 1er janvier 2023, le bilan de gaz à effet de serre s'est élargi. Et il doit être maintenant fait sur ce qu'on appelle le scope 3. Pour y voir plus clair, on va regarder un petit schéma de l'ADEME. Un petit schéma de l'ADEME. Alors, ce scope 3, il était déjà un petit peu connu, on en parlait quand même pas mal, parce que notamment, il comprend les déplacements domicile-travail qui, dans certaines entreprises, pèsent très lourd en vérité dans le bilan de gaz à effet de serre. Exactement, suivant l'activité de l'entreprise, ça peut être un très gros poste. Ouais. Et comme tu le dis aussi bien, il y a des grandes entreprises qui le prenaient déjà en compte de manière volontaire dans leur démarche globale. Maintenant, ça devient obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Avant, on prenait juste les scopes 1 et 2. C'était les émissions très directes, finalement, de l'entreprise. Des énergies utilisées directement sur le site et pour l'activité. Maintenant, on prend le scope 3, c'est-à-dire à la fois l'amont et l'aval aussi. Donc, comme tu l'indiques, les déplacements professionnels, les transports de marchandises, les achats. Donc, on prend l'impact carbone de tous ces éléments. Et c'est vrai que du coup, les directeurs de l'environnement de travail vont pouvoir être rappelés forcément sur ces données-là, notamment en matière de flotte automobile, d'achat si c'est dans leur scope, et les déplacements professionnels. Oui. Et dans l'aval aussi, puisque là aussi, on parle des déchets, de la fin de vie des Exactement, produits. Donc c'est vraiment toute l'analyse du cycle de vie des objets et donc vraiment l'impact des déchets. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre dans son ensemble. C'est plus uniquement... Là, on rappelle, c'est en place depuis quand désormais cette obligation? Le scope 3, c'est 1er janvier 2023. C'est l'extension du scope. Donc les bilans de gaz à effet de serre de cette année doivent obligatoirement comprendre tous les scopes. Très bien. Et pour ce faire, je peux vous recommander de regarder, il y a une association des professionnels du Conseil Climat qui font les bilans de gaz à effet de serre, qui ont des guides très intéressants sur leur site et il y a l'annuaire de tous ces... Ça s'appelle comment cette association? Donc c'est comme tu vois, l'association des professionnels en conseil climat. Très bien. APCC, encore un acronyme. Encore un nouveau. Pour les BGES, on dit BGES ou BGES? BGES. Enfin bref. Très bien, parfait. On a fait le tour aussi des bilans de gaz à effet de serre. Tout à fait, Lionel. Parfait. Aujourd'hui, c'était une belle session d'acronymes. Merci beaucoup, Claire, pour ce tour d'horizon donc de l'actu réglementaire. Bon, c'était un plaisir, comme toujours, de te recevoir. Partagé, Lionel. Je rappelle donc que tu es chef de rubrique en santé et sécurité au travail au sein des éditions Lefebvre d'Alloz. Lefebvre d'Alloz qui édite le guide des services généraux et de l'environnement de travail, partenaire de notre chaîne iNews Workwell, et on en est ravis. Votre émission En droit devant, c'est fini. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement pour un prochain numéro de notre émission Droit devant. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.